Traduisez ceci, et je vous donne 1 million d'euros, dit le millionnaire en riant. Les cadres éclatèrent de rire, mais quand la fillette ouvrit la bouche, le rire se figea sur leur visage. La tour du mât s'élevait au-dessus de la ville comme un monument au pouvoir, 60 étages de verre et d'acier qui reflétaient les nuages, construits avec la sueur de milliers de travailleurs qui ne mettraient jamais les pieds dans ces bureaux. Au dernier étage, où l'air semblait plus exclusif et les tapis coûtaient plus cher que des maisons entières, se déroulait une scène qui changerait des destins à jamais. Adèle Mercier avait les mains glacées, non pas à cause de la climatisation qui maintenait la salle de réunion à température parfaite, mais à cause de la terreur qui parcourait chaque veine de son corps. Elle se tenait au milieu d'une pièce remplie de gens qui la regardaient comme une tache sur leurs chaussures italiennes. Sa mère, Sophie, l'avait emmenée ce jour-là parce qu'il n'y avait personne pour la garder. C'était un jour férié scolaire, et les options étaient de l'amener au travail ou de la laisser seule dans le petit appartement qu'elle partageait. Sophie avait choisi ce qu'elle croyait être le plus sûr. Quelle erreur! Et qu'est-ce que c'est que ça? La voix de Maxime Dumont coupa le silence comme un couteau rouillé. Le PDG de Dumont International était un homme qui avait bâti son empire sur le dos des autres. Son costume coûtait ce que Sophie gagnait en 1 an, sa montre, ce qu'elle gagnerait en 5. Mais la chose la plus chère qu'il possédait était son mépris pour quiconque il considérait comme inférieur. Et pour Maxime Dumont, presque tout le monde était inférieur. « Monsieur Dumont, je vous demande pardon. » Sophie s'avança, sa voix tremblante. « Ma fille n'avait nulle part où aller aujourd'hui. Elle restera tranquille dans la cuisine. Elle ne dérangera personne. Je vous le promets. La cuisine. » Dumont haussa un sourcil en regardant Adèle de haut en bas, avec une grimace de dégoût à peine dissimulée. « Ta fille, tu l'as amenée dans mon entreprise comme si c'était une crèche. » Les cadres autour de la table commencèrent à murmurer. Thibault Lefebvre, l'avocat d'affaires et bras droit de Dumont, sourit avec cette expression de satisfaction que seuls les lâches affichent lorsque quelqu'un de plus puissant humilie les faibles. « Monsieur, Sophie commença. Silence. Dumont leva une main. Ses yeux ne quittaient pas Adèle. « Approche, petite. » Adèle regarda sa mère. Elle vit la peur dans ses yeux, la supplique silencieuse d'obéir sans causer de problème. Sophie travaillait dans cette entreprise depuis des années. Elle nettoyait les sols que d'autres salissaient, rangeait les bureaux que d'autres désorganisaient. Elle endurait des humiliations que d'autres n'imagineraient jamais. Tout cela pour donner à sa fille une vie meilleure. Appalant, Adèle marcha vers le centre de la pièce. Les murs de verre montraient la ville en contrebas, petite et insignifiante. La table de réunion brillait sous les lumières, si polie qu'Adèle pouvait voir son propre reflet. Une fillette en uniforme scolaire, son sac à dos bleu pendant sur une épaule, complètement déplacée dans ce temple du pouvoir corporatif. « Comment t'appelles-tu » demanda Dumont, en se penchant en avant sur sa chaise en cuir. « Adèle, monsieur. »« Adèle » répéta-t-il, savourant le prénom comme s'il était amer. « Dis-moi, Adèle, que fait ta mère ici ?» La question était un piège. Adèle le savait. Toute réponse serait utilisée comme une arme. « Elle travaille, monsieur » répondit-elle à voix basse. « Travaille. » Dumont eut un petit rire sec. « Tu appelles ça travailler, nettoyer les toilettes que nous utilisons? Ramasser les déchets que nous générons ?» Quelques cadres rirent, d'autres détournèrent le regard, mal à l'aise, mais sans le courage d'intervenir. « C'est un travail honnête, monsieur, » dit Adèle. Et quelque chose dans sa voix fit cesser les rires. Dumont plissa les yeux. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui réponde. Encore moins, une fillette, fille de sa femme de ménage. Travail honnête, il se leva. Sa taille imposante projetant une ombre sur Adèle. « Ta mère gagne en 1 mois ce que je dépense pour un dîner, et tu viens ici me donner des leçons sur l'honnêteté. » Maxime. Une voix féminine intervint de l'autre côté de la table. C'était Héloïse Dubois, l'investisseur française venue négocier un accord de plusieurs millions. Peu. Devrions-nous continuer la réunion? Les documents peuvent attendre. Dumont ne quitta pas Adèle des yeux. Il avait trouvé un nouveau divertissement. Dis-moi, petite érudite, à quel point es-tu intelligente? As-tu de bonnes notes dans ton école de quartier? Adèle ne répondit pas. Elle garda le regard baissé comme sa mère le lui avait appris. Ne cause pas de problème, ne te fais pas remarquer. Survis. Je t'ai posé une question. La voix de Dumont se durcit. Oui, monsieur. J'ai de bonnes notes. Dans quelle matière? Dans toutes, monsieur. Un autre rire parcourut la salle. Thibault Lefebvre se pencha en avant, ses yeux brillants de malice. Dans toutes, même les langues? Demanda l'avocat. Oui, monsieur. Et quelle langue parles-tu, petite génie? Dumont croisa les bras, son sourire s'élargissant. Adèle hésita. Elle savait que tout ce qu'elle dirait serait moqué. Mais elle savait aussi que mentir était pire.
Sa mère le lui avait aussi appris. La vérité, même si elle fait mal, est toujours meilleure que le mensonge. Français, anglais, allemand, arabe et espagnol, monsieur. Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Et puis Maxime Dumont fit quelque chose que personne n'attendait. Il renversa la tête en arrière et lâcha un rire si retentissant qu'il fit vibrer les vitres. Un rire qui contenait tout son mépris, toute son incrédulité, tout son dédain envers cette fillette qui osait affirmer une chose aussi absurde. « 5 langues !» s'exclama-t-il entre deux rires. La fille de la femme de ménage parle 5 langues. Les cadres se joignirent au rire. Il était plus facile de rire avec le patron que de rester silencieux. Il était plus sûr d'être complice que d'être neutre. Sophie voulut courir vers sa fille, mais ses pieds étaient cloués au sol. Les larmes menaçaient de couler, mais elle les retint. Elle ne pouvait pas montrer de faiblesse. Pas ici, pas maintenant. Monsieur Dumont. Héloïse Dubois parla à nouveau, cette fois d'un ton plus ferme. Je crois que ça suffit. Mais Dumont n'avait pas terminé. Il eut une idée. Une idée qui lui sembla brillante dans sa cruauté. Il s'approcha de la table et prit une liasse de documents. C'étaient les contrats pour la négociation internationale qui devaient avoir lieu cet après-midi-là. Documents en 5 langues différentes préparés par des traducteurs professionnels qui facturaient des fortunes pour leur travail. Très bien, petite polyglotte. Dumont s'approcha d'Adèle, agitant les papiers devant son visage. Je vous propose un marché. Maxime, commença Héloïse. Silence, ordonna-t-il sans la regarder. Ses yeux étaient fixés sur Adèle comme un prédateur observant sa proie. Je te donne 1 million d'euros si tu traduis ceci. La salle fut en émoi. 1 million d'euros à une fillette. Thibault Lefebvre sourit largement. Il comprenait parfaitement ce que faisait son patron. C'était une humiliation parfaite. La fillette ne pourrait rien traduire. Elle serait ridiculisée, et sa mère apprendrait la leçon de ne plus jamais amener de problème au bureau. Voici des documents en anglais, espagnol, allemand, arabe et japonais, continua Dumont. Si tu peux les lire et les traduire correctement, je te donne l'argent. 1 million d'euros tout de suite, devant tout le monde. C'est injuste. Sophie retrouva enfin sa voix. C'est juste une enfant. Une enfant qui prétend parler 5 langues. Dumont ne la regarda même pas. N'est-ce pas, Adèle? Où mentais-tu? Adèle leva les yeux pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette pièce. Ses yeux rencontrèrent ceux de Dumont. Il n'y avait pas de peur, pas de honte, il y avait quelque chose que le PDG n'avait pas vu depuis longtemps. Il y avait du feu. Je ne mentais pas, monsieur, dit Adèle, sa voix claire et ferme. Mais vous avez mentionné le japonais. J'ai dit que je parlais l'arabe, pas le japonais. Le sourire de Dumont vacilla une seconde. Alors je suppose que tu perds par défaut. Quel dommage. Mais je peux essayer quand même. Adèle tendit la main. Donnez-moi les documents. Un murmure parcourut la salle. Personne ne s'attendait à cela. Tous attendaient des larmes, des excuses, une humiliation complète. Pas une fillette tendant la main, avec la même autorité qu'un cadre concluant un accord. Dumont hésita. Pour la première fois de la conversation. Il semblait incertain de la marche à suivre, mais son orgueil était plus grand que sa prudence. Comme tu veux, il lui tendit les documents avec un sourire méprisant. Tu as 5 minutes. Adèle prit les papiers, ses mains ne tremblaient plus. Quelque chose avait changé en elle, ou peu. Être que quelque chose qui avait toujours été là s'était finalement éveillé. Elle regarda le premier document. Il était en anglais. C'était un contrat d'investissement, avec des clauses complexes sur les pourcentages de participation et les garanties financières. Elle commença à lire à voix haute. Au début, personne ne fit vraiment attention. Il s'attendait à ce qu'elle balbutie, qu'elle se confonde, qu'elle démontre la farce que tous croyaient qu'elle était. Mais alors les mots commencèrent à couler. Adèle ne lisait pas seulement, elle traduisait simultanément en français, expliquant la signification de chaque clause, avec une précision qui fit qu'Héloïse Dubois se pencha en avant sur son siège. « Attendez », interrompit l'investisseur française. « Qu'as-tu dit à propos de la clause de résiliation ?» Adèle répéta la traduction, ajoutant un contexte légal que même les avocats présents n'avaient pas envisagé. Le deuxième document était en espagnol. Adèle le prit, et regardant directement Héloïse, commença à lire dans un espagnol parfait. Héloïse Dubois pâlit. « Sa prononciation », murmura-t-elle. « Elle est impeccable. » Adèle sourit légèrement et continua la traduction en français. Le troisième document était en allemand. C'était un rapport technique sur les transferts bancaires internationaux. Adèle le lut avec la même fluidité, son accent si parfait que Karl Brenner, le banquier allemand présent comme consultant, retira ses lunettes pour mieux la regarder. « Où as-tu appris l'allemand » demanda-t-il dans sa langue. « Ma voisine était allemande, monsieur.
Adèle répondit également en allemand. Elle m'a enseigné depuis que j'étais très petite. Elle disait que les mots sont des ponts entre les mondes. Le 4e document était en arabe. C'était une lettre d'intention de Hassan Ben Ali, l'homme d'affaires qui négocierait par visioconférence cet après-midi-là. Adèle prit le papier et commença à lire les caractères arabes de droite à gauche, sa voix adoptant la cadence particulière de cette langue ancienne. Hassan Ben Ali, qui était connecté par visioconférence pour observer la réunion préliminaire, se leva de son siège dans son bureau à des milliers de kilomètres. « Qui est cet enfant ?» demanda-t-il en arabe. « La fille de la femme de ménage. » Adèle répondit dans la même langue sans quitter le document des yeux. « Et votre lettre est très bien écrite, monsieur Ben Ali. Surtout le paragraphe sur l'importance de la confiance dans les affaires. » La salle était dans un silence complet. Maxime Dumont avait cessé de sourire. Son visage s'était transformé en un masque d'incrédulité qui se teintait lentement de quelque chose de plus dangereux. Humiliation. Il ne restait qu'un document. Celui qui était en japonais, la langue qu'Adèle avait admis ne pas connaître. Dumont vit son opportunité. « Le dernier, dit-il, retrouvant une partie de son calme. Japonais. Tu as dit que tu ne le parlais pas. Je suppose que ton numéro se termine là. » Adèle regarda le document. Les caractères japonais la regardaient en retour comme une énigme impossible. Elle sentit le poids de tous les regards sur elle. Elle sentit l'espoir de sa mère. Elle sentit le mépris de Dumont. Elle sentit l'étonnement des investisseurs internationaux et fit alors quelque chose que personne n'attendait. Elle marcha vers l'endroit où Yuki Tanaka, la cadre japonaise, était assise. Elle s'inclina respectueusement, comme elle l'avait vu faire dans des vidéos éducatives, et parla. « Tanaka-san, je ne parle pas japonais, mais j'ai étudié la culture de votre pays pendant des années. Je sais qu'au Japon, admettre ce que l'on ne sait pas est aussi important que de montrer ce que l'on sait. Je vous demande humblement de m'enseigner à lire ce document. Pas aujourd'hui, mais un jour. » Le silence qui s'ensuivit fut différent de tous les précédents. Yuki Tanaka se leva lentement. Ses yeux brillaient de quelque chose qui aurait pu être de l'admiration, ou peut être quelque chose de plus profond. « Au Japon, dit-elle en français avec un accent doux, nous avons un mot. Gambaru. Cela signifie faire de son mieux, ne jamais abandonner, tout donner de soi, même si le résultat est incertain. » Elle regarda Dumont avec une expression qui fit reculer le PDG d'un pas. « Cet enfant vient de faire preuve de plus de gambaru que n'importe quel cadre que j'ai rencontré en 20 ans d'affaires. » Héloïse Dubois se leva également. « Je suis tout à fait d'accord. Ce que je viens de voir est extraordinaire. » Karl Brenner hocha la tête. « Je n'ai jamais rien vu de tel. » Hassan Ben Ali, depuis l'écran, parla en français d'une voix grave. « Monsieur Dumont, vous avez promis 1 million d'euros. » L'enfant a traduit 4 des 5 documents parfaitement. Je dirais qu'elle a largement rempli sa part. Dumont regarda autour de lui. Les alliés qu'il s'attendait à avoir s'étaient retournés contre lui. L'humiliation qu'il avait prévue pour une fillette retombait maintenant sur ses propres épaules. « C'est ridicule. » Sa voix tremblait de fureur contenue. « C'était une blague. Évidemment, je ne vais pas donner 1 million d'euros à une gamine. »« Une blague, » répéta lentement Héloïse Dubois. « Humilier une enfant devant des investisseurs internationaux vous semble drôle, monsieur Dumont. C'est mon entreprise. » Dumont frappa la table. « Je décide de ce qui est drôle et de ce qui ne l'est pas. » Thibault Lefebvre essaya d'intervenir. « Peu, être devrions-nous faire une pause? Personne n'a demandé ton opinion. » Dumont cria à son propre avocat. Adèle restait debout au centre de la pièce, tenant les documents contre sa poitrine. Elle regardait sa mère, qui pleurait silencieusement près de la porte. Des larmes de fierté mêlées à la peur de ce qui allait suivre. Parce qu'elles connaissaient toutes les deux la vérité. Dumont ne pardonnerait pas cette humiliation. Peu importait ce que les investisseurs pensaient, peu importait ce qui était juste ou équitable, la vengeance viendrait. Ce n'était qu'une question de temps. Mais à ce moment-là, alors que le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres et baignait la pièce d'une lumière dorée, Adèle Mercier avait accompli quelque chose que personne ne croyait possible. Elle avait fait trembler un géant. Et cela, même si elle ne le savait pas encore, n'était que le commencement. Car quelque part dans cette tour de verre et d'acier, quelqu'un d'autre avait observé, quelqu'un qui connaissait des secrets qui allaient tout changer. Et cette personne venait de trouver exactement ce qu'elle cherchait depuis des années. Les conséquences arrivèrent plus vite que Sophie ne l'avait craint. Ce soir-là même, alors que mère et fille marchaient vers leur petit appartement de banlieue, le téléphone de Sophie sonna. Le numéro était celui de l'entreprise. Son cœur s'arrêta avant de répondre. « Madame Mercier. » La voix à l'autre bout était froide, professionnelle. « Ici les ressources humaines. Nous vous informons que vos services ne seront plus requis chez Dumont International. Vous pouvez passer demain pour récupérer votre solde de tout compte.
L'appel fut coupé avant que Sophie ne puisse répondre. Adèle regarda le visage de sa mère s'effondrer. Les larmes commençaient à couler. Ses épaules s'affaissaient sous un poids invisible mais écrasant. « Maman !» Adèle tendit la main. « Ne dis rien », murmura Sophie. « S'il te plaît, pas maintenant. » Elles marchèrent le reste du chemin en silence. Un silence qui pesait plus lourd que n'importe quel mot. Adèle sentait le nœud dans sa gorge grossir à chaque pas. Elle avait causé cela. Son moment de courage avait détruit la seule source de revenus de sa famille. L'appartement les accueillit avec son obscurité habituelle. Sophie n'alluma pas les lumières, s'assit sur la seule chaise de la salle à manger et laissa tomber sa tête entre ses mains. « 15 ans, murmura-t-elle. 15 ans à travailler là, à tout supporter. Et en un jour, tout est fini. Maman, je ne voulais pas. Je sais que tu ne voulais pas. » Sophie éleva la voix pour la première fois. Ses yeux brillaient de larmes et de quelque chose d'autre. Quelque chose qu'Adèle n'avait jamais vu en elle. Du désespoir. « Mais maintenant, nous n'avons plus rien, Adèle, tu comprends? Rien. Le loyer est dû dans 2 semaines. Je n'ai pas d'économie. Je n'ai pas d'autre travail qui m'attende. Qu'allons-nous faire ?» Adèle n'avait pas de réponse. Elle resta debout au milieu du petit salon, sentant chaque mot de sa mère s'enfoncer dans sa poitrine comme des aiguilles de glace. « J'aurais dû me taire, » dit-elle finalement. « J'aurais dû le laisser se moquer de moi et c'est tout. » Sophie prit une profonde inspiration, essayant de retrouver son calme. « Non, ma fille, ce que tu as fait était courageux, c'était incroyable. Mais dans ce monde, les courageux ne gagnent pas toujours. Parfois, les puissants écrasent simplement ceux qui osent les défier. Ce n'est pas juste. Non, ça ne l'est pas. » Le silence revint, plus lourd qu'avant. Adèle s'approcha de sa mère et la serra dans ses bras. Sophie sanglota contre l'épaule de sa fille, laissant échapper toute la peur et la frustration qu'elle avait retenue pendant des heures, pendant des années. Pour être honnête. « Nous allons trouver une solution, » murmura Adèle. « Je ne sais pas comment, mais nous le ferons. Je te le promets. » Sophie ne répondit pas, elle continua juste de pleurer. Les jours suivants furent les plus difficiles dont Adèle se souvenait. Sophie sortait chaque matin avant l'aube, à la recherche de travail partout où on l'accepterait. Restaurants, magasins, bureaux de nettoyage. Mais chaque porte se fermait avec la même réponse. « Pas de postes vacantes ». Ce que Sophie ne savait pas, c'est que Maxime Dumont avait passé des appels. Il avait utilisé son influence pour s'assurer qu'aucune entreprise de la ville n'embauche la femme qui avait élevé la fillette qu'il avait humiliée. C'était sa forme de vengeance, silencieuse, efficace, impitoyable. Adèle continuait d'aller à l'école, mais son esprit était ailleurs. Elle regardait par la fenêtre pendant les cours, pensant à sa mère marchant sous le soleil, frappant à des portes qui ne s'ouvraient jamais. « Adèle Mercier, faites-vous attention !» La voix de l'institutrice la sortit de ses pensées. Tous les yeux de la classe étaient braqués sur elle. « Oui, professeur, je suis désolé. Alors, pouvez-vous me donner la réponse à la question que je viens de poser ?» Adèle n'avait aucune idée de quelle était la question, mais son esprit travaillait vite. Elle regarda le tableau, vit les chiffres de l'équation mathématique et calcula la réponse en quelques secondes. 42. Professeur. L'institutrice cligna des yeux. Surprise. Correct. Mais essayez d'être plus présente en classe, mademoiselle Mercier. Adèle hocha la tête, mais son esprit avait déjà recommencé à divaguer. Elle devait trouver un moyen d'aider sa mère. Elle devait réparer ce qu'elle avait causé. 1 semaine après le licenciement, la situation était critique. Le réfrigérateur était presque vide, les factures s'accumulaient sans être payées, et Sophie avait commencé à tousser, un son profond et inquiétant qui s'aggravait chaque nuit. « C'est juste un rhume », disait-elle quand Adèle lui demandait. « Ne t'inquiète pas ». Mais Adèle s'inquiétait. Elle pouvait voir sa mère s'affaiblir, les cernes s'agrandir, chaque jour qui passait sans travail, lui volant un peu plus d'espoir. Ce fut alors qu'Adèle prit une décision. Elle attendit que sa mère s'endorme et alluma le vieil ordinateur qu'elle possédait. La connexion Internet était lente, mais fonctionnait. Elle commença à chercher des emplois de traduction en ligne, des services où des gens payaient pour des traductions de documents. Elle n'avait pas de certificat, pas de référence, rien d'autre que ses langues et sa détermination. Elle créa un compte avec un faux nom. Elle ne pouvait pas utiliser le sien. Elle était mineure, et les règles ne lui permettaient pas de travailler. Mais les règles ne nourrissaient pas sa mère. Les règles ne payaient pas le loyer. Son premier travail fut petit, traduire un menu de restaurant du français à l'anglais. Elle gagnait à peine quelques centimes, mais Adèle le fit avec la même détermination qu'elle avait mise dans la salle de réunion de Dumont. Lorsque le client laissa un avis positif, quelque chose changea. D'autres clients commencèrent à la contacter. Documents légaux, lettres commerciales,
courriel important. Chaque travail était plus complexe que le précédent, mais Adèle ne s'arrêta pas. Elle travaillait jusqu'au petit matin lorsque sa mère dormait. Elle se levait tôt pour aller à l'école. Elle dormait à peine quelques heures, mais chaque centime qu'elle gagnait allait directement sur un compte qu'elle avait réussi à ouvrir avec des documents empruntés à un voisin majeur qui devait des faveurs à sa mère. Des semaines passèrent. Sophie remarquait des changements qu'elle ne pouvait pas expliquer. Le réfrigérateur contenait de la nourriture, les factures semblaient payées, mais quand elle demandait, Adèle disait seulement qu'elle avait trouvé des pièces dans la rue ou qu'une voisine leur avait donné des provisions. Adèle, Sophie l'a confrontée un soir, « J'ai besoin que tu me dises la vérité. » « D'où vient l'argent ?» Adèle hésita. Elle détestait mentir à sa mère, mais elle savait aussi que si elle lui disait la vérité, Sophie lui interdirait de continuer. Et alors, que mangerait-elle? « Je fais des petits travaux, » dit-elle finalement. « J'aide des camarades avec leurs devoirs. »« Rien de mal, maman, je te le promets. » Sophie la regarda longuement. Ses yeux de mère savaient qu'il y avait plus, mais il savait aussi que sa fille essayait d'aider de la seule manière qu'elle connaissait. « Promets-moi que tu ne fais rien de dangereux. Je te le promets. » C'était une demi-promesse. Travailler jusqu'à l'épuisement était dangereux. Falsifier son âge pour travailler était illégal. Mais Adèle se convainquit que c'était nécessaire, que la fin justifiait les moyens. Quelle erreur! L'appel arriva 1 mois après le licenciement. Adèle était en classe lorsque la directrice entra dans la salle avec une expression grave. « Adèle Mercier, j'ai besoin que vous veniez avec moi. » Les murmures remplirent la salle de classe tandis qu'Adèle se levait. Elle marcha derrière la directrice dans des couloirs qui semblaient soudain plus longs, plus menaçants. Dans le bureau de la direction, 2 personnes attendaient, un homme et une femme, tous deux avec des expressions professionnelles qui ne révélaient rien. « Adèle, ce sont des fonctionnaires de l'aide sociale à l'enfance, » expliqua la directrice. « Ils ont quelques questions pour vous. » Non. Le cœur d'Adèle se serra. « Mademoiselle Mercier. » L'homme parla d'une voix neutre. « Nous avons reçu un signalement anonyme concernant votre situation familiale. Il affirme que vous travaillez illégalement et que votre mère n'a ni emploi ni moyen de vous subvenir. » « Ce n'est pas. » Adèle commença. « Nous avons également reçu des documents suggérant que vous avez utilisé de fausses identités pour opérer sur des plateformes de travail en ligne, » ajouta la femme. « Est-ce vrai ?» Adèle sentit le monde se refermer sur elle. Quelqu'un l'avait dénoncée. Quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. Dumont, ça devait être lui. Sa vengeance n'était pas terminée avec le licenciement de sa mère. Il avait attendu, il avait observé, et maintenant il attaquait là où ça faisait le plus mal. « Nous avons besoin de parler à votre mère. » L'homme continua. « Et selon ce que nous trouverons, il est possible que nous devions considérer des options de placement. » « Placement ?» Adèle sentit l'air quitter ses poumons. « Vous voulez m'enlever à ma mère ?»« Personne ne veut cela, » dit la femme. Mais sa voix n'était pas convaincante. « Nous voulons juste nous assurer que vous êtes dans un environnement sûr. Ma mère est la personne la plus sûre du monde. » Adèle sentit les larmes menacer de couler, mais les retint de toute sa force de volonté. « Elle a tout sacrifié pour moi, tout. Et si j'ai fait des erreurs, c'était pour l'aider, pas parce qu'elle m'y a obligé. Nous comprenons que c'est une situation difficile, » dit l'homme. « Mais nous avons des procédures à suivre. » Sophie arriva à l'école 30 minutes plus tard. Quand elle entra dans le bureau et vit les fonctionnaires, son visage pâlit. Quand elle entendit les accusations, ses yeux se remplirent de larmes. Quand elle comprit qu'on pouvait lui enlever sa fille, quelque chose se brisa en elle. « S'il vous plaît, » supplia-t-elle d'une voix brisée. « Ma fille essayait juste de m'aider. C'est ma faute. Toute la faute est la mienne. Punissez-moi, moi, pas elle. »« Madame Mercier, nous ne sommes pas ici pour punir qui que ce soit, » dit la femme. « Nous sommes ici pour évaluer la situation. La situation est que j'ai perdu mon emploi injustement. » Sophie éleva la voix pour la première fois. « J'ai été licenciée parce que ma fille s'est montrée plus intelligente que l'homme le plus puissant de cette entreprise. Et depuis, cet homme s'est assuré de détruire nos vies. C'est lui qui devrait être enquêté, pas nous. Madame, nous comprenons que vous êtes bouleversée. Vous ne comprenez rien. » Sophie sanglotait maintenant. « Vous ne comprenez pas ce que c'est de marcher dans les rues à la recherche de travail pendant que votre fille a faim. Vous ne comprenez pas ce que c'est de voir votre enfant veiller jusqu'au petit matin pour essayer de nous sauver. Vous ne comprenez rien. » Adèle s'approcha de sa mère et la serra dans ses bras. Elles pleuraient toutes les deux maintenant, accrochées l'une à l'autre, comme si le monde essayait de les séparer. Et d'une certaine manière, c'était le cas. « Nous allons devoir faire une visite à votre domicile, » dit l'homme finalement. « Et nous voulons interroger Adèle séparément. C'est la procédure standard. Vous ne me séparerez pas de ma fille.
dit Sophie avec une détermination de fer qui perça les larmes. Personne ne parle de séparation pour l'instant. La femme essaya de calmer la situation, seulement pour l'instant. Sophie répéta le mot comme s'il était un poison. Tu as entendu ça, Adèle, pour l'instant. Comme si c'était inévitable. Comme s'ils avaient déjà décidé. Maman. Adèle murmura. Tout va bien se passer. Nous allons prouver que nous sommes une famille, que nous prenons soin l'une de l'autre. Ils verront la vérité. La vérité, murmura amèrement Sophie. La vérité, c'est que les pauvres n'ont pas de vérité. Nous n'avons que l'histoire que les riches décident de raconter sur nous. L'entretien séparé fut la plus longue heure de la vie d'Adèle. On lui posa des questions sur sa mère, sur leur maison, sur leurs repas, sur ses rêves, sur ses peurs. Chaque réponse était analysée, notée, jugée. Est-ce que ta mère t'a déjà fait du mal? Jamais. Ma mère est la personne la plus douce qui existe. Te sens-tu en sécurité à la maison? Je me sens en sécurité parce que je suis avec elle. Pourquoi as-tu commencé à travailler en ligne? Adèle hésita avant de répondre. Elle savait que la vérité pouvait aggraver les choses, mais elle savait aussi que le mensonge l'avait menée jusqu'ici. Parce que ma mère tombait malade à force de chercher du travail qu'elle ne trouvait pas, parce que nous n'avions rien à manger, parce que j'étais la seule à pouvoir faire quelque chose, et que les langues sont la seule chose que j'ai. Savais-tu que c'était illégal? Je savais que c'était nécessaire. La fonctionnaire la regarda longuement. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'Adèle ne pouvait déchiffrer. Compassion, jugement, les deux. Adèle, sais-tu qui a fait le signalement anonyme concernant ta famille? Je crois que oui. Qui? Maxime Dumont. L'homme qui a licencié ma mère. L'homme qui a promis de me donner 1 million d'euros si je traduisais des documents et qui s'est moqué de moi quand je l'ai fait. La fonctionnaire prit note. C'est une accusation grave. C'est la vérité. Quand on leur permit enfin de se retrouver, mère et fille s'étreignirent comme si elles ne s'étaient pas vues depuis des années. Ils ne vont pas nous séparer, murmura Adèle à l'oreille de sa mère. Je ne le permettrai pas. Ma petite courageuse. Sophie embrassa son front. Ma petite guerrière. Mais alors qu'elle quittait l'école, aucune des deux ne remarqua le véhicule garé de l'autre côté de la rue, ni l'homme qui les observait, avec un sourire satisfait. Thibault Lefebvre baissa la vitre et composa un numéro sur son téléphone. « Monsieur Dumont, tout s'est passé comme vous l'aviez prévu. Les autorités sont déjà impliquées. Ce n'est qu'une question de temps avant que la fillette ne se retrouve dans le système de placement. » La voix de Dumont résonna, satisfaite, à l'autre bout de la ligne. « Excellent. Personne ne m'humilie et s'en tire impunément. Absolument personne. Que fait-on avec la mère? Elle est déjà détruite, sans travail, sans argent et bientôt sans fille. C'est une punition suffisante pour l'instant. Et si quelqu'un découvre notre participation? » Dumont rit doucement. Qui va croire une femme de ménage au sujet des actions de l'un des hommes les plus puissants du pays? Personne. C'est le privilège du pouvoir, Thibault. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Et le monde se contente de regarder ailleurs. L'appel fut coupé. Thibault démarra le moteur et s'éloigna, laissant derrière lui une mère et une fille qui marchaient, serrées l'une contre l'autre, vers un avenir incertain. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que quelqu'un d'autre avait écouté cette conversation. Quelqu'un qui avait installé un dispositif d'écoute sur le téléphone de Thibault des mois auparavant, attendant exactement ce moment. Quelqu'un qui connaissait tous les secrets de Maxime Dumont, et ce quelqu'un venait de décider qu'il était temps d'agir, car dans l'ombre de la tour du mât, une tempête était sur le point de se déchaîner, et quand elle arriverait, plus rien ne serait comme avant. Gaston Monnet avait vécu 73 ans en apprenant une vérité fondamentale. Le vrai pouvoir ne se mesure pas au cri, mais au silence. Assis dans son bureau privé, dans un immeuble sans nom du centre-ville, il écoutait pour la 3e fois l'enregistrement de la conversation entre Thibault Lefebvre et Maxime Dumont. Chaque mot confirmait ce qu'il soupçonnait depuis des années. Son neveu était devenu un monstre. Car oui, Maxime Dumont était son neveu, le fils de sa sœur cadette, qu'Aurélio avait élevé comme son propre enfant lorsqu'elle était morte d'une maladie que les médecins n'avaient jamais su expliquer. Il lui avait donné éducation, opportunités, contacts, lui avait tout enseigné sur les affaires, et Maxime avait utilisé chaque leçon pour bâtir un empire de cruauté. Donc Gaston, la voix de son assistante, une femme nommée Sylvie Duval, interrompit ses pensées. Les enquêtes que vous avez demandées sont complètes. Sylvie laissa un épais dossier sur le bureau. C'était une femme d'âge moyen, discrète, efficace. Elle avait travaillé pour Gaston pendant des décennies et connaissait des secrets qui pourraient renverser des gouvernements. « Qu'as-tu trouvé sur l'enfant » demanda Gaston sans lever les yeux. Adèle Mercier, élève remarquable, note parfaite à tous les niveaux. Elle parle 5 langues couramment et de manière vérifiée. Sa mère, Sophie Mercier,
a travaillé 15 ans chez Dumont International jusqu'à son licenciement injustifié il y a un mois. Et le signalement anonyme? Nous avons tracé l'origine, il a été fait à partir d'un téléphone jetable. Mais les tours de communication localisent l'appel à l'intérieur de la tour du mât, spécifiquement au niveau des bureaux juridiques. Thibault, murmura Gaston le nom comme s'il était un poison. Il y a plus, Sylvie continua. La mère est malade. Cela a commencé comme une simple toux, mais cela s'est aggravé. Nos contacts à l'hôpital communautaire indiquent qu'elle a visité la clinique gratuite 3 fois au cours des 2 dernières semaines. Les médecins suspectent une bronchite sévère, évoluant peu, être vers une pneumonie. Elle a besoin de médicaments qu'elle ne peut pas payer. Gaston ferma les yeux. L'image de Sophie marchant sous la pluie à la recherche de travail, tombant malade pendant que sa fille travaillait jusqu'au petit matin pour les maintenir à flot, lui causa un pincement de culpabilité. Il avait créé le monstre qui détruisait ses vies. Qu'en est-il du dossier avec l'aide sociale à l'enfance? Audience prévue dans 1 semaine. Si l'évaluation détermine que le foyer est inadéquat, Adèle sera retirée de la garde de sa mère et placée dans le système. Et les évaluateurs? C'est là que ça devient intéressant. Sylvie sortit un autre document. Un des fonctionnaires assignés, Rodrigue Pared, a des liens financiers avec des filiales de Dumont Holdings. Il reçoit des paiements mensuels catalogués comme consultation, mais il n'y a aucune preuve de service rendu. Un pot de vin déguisé. Gaston hocha la tête lentement. Maxime a acheté l'évaluateur. Il semblerait. Le verdict est probablement déjà décidé. Gaston se leva de sa chaise et marcha vers la fenêtre. De là, il pouvait voir la tour du mât briller au loin, un monument à l'ego d'un homme sans conscience. Pendant des années, Gaston avait observé depuis l'ombre. Il avait fondé Dumont International des décennies auparavant, mais s'était retiré lorsque sa santé avait commencé à décliner, laissant tout entre les mains de son neveu. Cela avait été sa plus grande erreur. Maxime avait transformé l'entreprise, l'avait rendue plus grande, plus riche, plus puissante, mais l'avait aussi transformée en quelque chose de corrompu. Pose de vin à des fonctionnaires, destruction de concurrents, exploitation de travailleurs, et maintenant, persécution d'une mère et de sa fille, pour le simple délit d'avoir blessé son orgueil. Sylvie. Gaston parla sans se retourner. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Ce que vous ordonnerez. Je veux rencontrer cet enfant, Adèle Mercier. Adèle marchait pour rentrer chez elle après l'école, quand elle remarqua que quelqu'un la suivait. Ce n'était pas évident. Celui qui était là savait garder ses distances. Mais Adèle avait développé des instincts aiguisés au cours des dernières semaines. Vivre sous menace constante fait ça aux gens. Elle accéléra le pas. Le suiveur accéléra également. Son cœur commença à battre plus vite. C'était quelqu'un envoyé par Dumont. Un autre mouvement dans son jeu cruel. Elle pensa à courir, mais ses jambes tremblaient trop. Adèle Mercier, l'appela une voix féminine. Elle se retourna brusquement. Une femme d'âge moyen s'approchait, les mains visibles, montrant qu'elle ne représentait aucune menace. « Qui êtes-vous » Adèle recula d'un pas. « Mon nom est Sylvie Duval. Je ne viens pas vous faire de mal. Je viens vous offrir de l'aide. De l'aide. » Adèle rit amèrement. « La dernière personne qui a offert de l'aide a fini par nous dénoncer aux autorités. Je comprends votre méfiance, mais il y a quelqu'un qui veut vous rencontrer. Quelqu'un qui sait ce que Maxime Dumont vous a fait, à vous et à votre mère. Quelqu'un qui peut vraiment vous aider. Qui? Son nom est Gaston Monet. Il était le propriétaire original de Dumont International. » Adèle cligna des yeux. Le propriétaire original. Mais Dumont, Maxime est son neveu. Gaston a fondé l'entreprise il y a des décennies et la lui a cédée lorsqu'il a pris sa retraite. Mais il n'a jamais imaginé en quoi il la transformerait. Et pourquoi voudrait-il nous aider? Sylvie la regarda avec une expression mêlant tristesse et détermination. Parce qu'il a passé des années à observer les cruautés de son neveu sans pouvoir rien faire. Parce qu'il a vu ce qu'il vous a fait dans cette salle de réunion et a eu honte de partager le sang de cet homme. Et parce qu'il croit que vous, Adèle, vous avez quelque chose qu'il a perdu il y a longtemps. Quoi donc? Le courage d'affronter les puissants. La rencontre eut lieu cet après-midi-là dans un petit café loin du centre-ville. Adèle avait insisté pour un lieu public et Gaston avait accepté sans objection. Quand elle le vit entrer, Adèle fut surprise. Elle s'attendait à quelqu'un d'imposant, d'intimidant. Au lieu de cela, elle trouva un vieil homme à la démarche lente, aux yeux fatigués mais doux, et un sourire qui semblait sincère. « Merci d'avoir accepté de me voir. » Gaston s'assit en face d'elle avec des mouvements lents. « Je sais que vous n'avez aucune raison de faire confiance à quiconque est lié à Dumont. Je n'en ai pas, » confirma Adèle. « Mais je n'ai pas beaucoup d'options non plus. Direct. J'aime ça. »
Gaston commanda 2 chocolats chauds au serveur avant de continuer. « Savez-vous qui je suis? Votre assistante me l'a expliqué. Vous avez fondé l'entreprise. Dumont est votre neveu. Plus que ça, je l'ai élevé. Quand ma sœur est morte, Maxime avait à peine 8 ans. Je l'ai accueilli chez moi, l'ai éduqué, lui ai donné tout ce que j'avais. Je pensais que je formais un homme bien. Vous vous êtes gravement trompé. » Gaston soupira. Le pouvoir révèle qui nous sommes vraiment. Et Maxime a révélé quelque chose que je ne voulais pas voir. Cruauté, ambition sans limite, mépris pour quiconque il considère comme inférieur. Pourquoi n'avez-vous rien fait avant? La question frappa Gaston comme une gifle. C'était la même question qu'il se posait chaque nuit. Lâcheté, admit-il. Honte, déni. Je me suis convaincu que ce n'était que des rumeurs, des exagérations, que l'enfant que j'avais élevé ne pouvait pas être si mauvais. Mais quand je vous ai vu dans cette salle de réunion, quand j'ai vu à quel point mon neveu prenait plaisir à humilier une fillette devant des dizaines de personnes, j'ai su que je ne pouvais plus regarder ailleurs. Vous étiez là? J'ai accès à toutes les caméras de sécurité de l'entreprise. Je n'ai jamais complètement renoncé au contrôle. C'était ma dernière sauvegarde, même si je n'ai jamais pensé que j'aurais à l'utiliser. Adèle traita l'information. Alors, vous avez tout vu, tout. J'ai vu comment vous traduisiez ces documents avec une compétence que des professionnels mettraient des années à développer. J'ai vu comment vous affrontiez un homme qui a détruit des carrières d'un claquement de doigts. J'ai vu comment, lorsque le document en japonais est arrivé, vous avez eu la sagesse d'admettre ce que vous ne saviez pas et l'humilité de demander qu'on vous l'enseigne. Ses yeux s'embouèrent légèrement. J'ai vu une enfant extraordinaire traitée comme de la saleté par un homme qui ne mérite pas de nettoyer ses chaussures. Le chocolat chaud arriva. Adèle enveloppa ses mains autour de la tasse, absorbant la chaleur. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-elle finalement. « Je veux vous aider, vous et votre mère. »« Comment ?» Gaston sortit une enveloppe de sa veste. « Voici assez d'argent pour payer le traitement médical de votre mère. Je sais qu'elle est malade. Je sais qu'elle a besoin de médicaments qu'elle ne peut pas se payer. » Adèle regarda l'enveloppe, mais ne la toucha pas. Et en échange, rien. Personne ne donne quelque chose en échange de rien. Gaston sourit avec une admiration sincère. Vous avez raison. Il y a toujours un motif. Le mien est la rédemption. J'ai passé des années à permettre à mon neveu de détruire des vies pendant que je comptais mes pièces en silence. Vous aider n'effacera pas mes péchés, mais peut-être que cela m'aidera à l'empêcher d'en commettre d'autres. Il y a autre chose. Adèle le regarda droit dans les yeux. Vous voulez autre chose que de vous sentir mieux avec vous-même. Gaston garda le silence pendant un long moment. Finalement, il hocha la tête. Je veux arrêter Maxime, non seulement pour ce qu'il vous a fait, mais pour tout ce qu'il a fait pendant des années. Les pots de vin, les manipulations, les vies qu'il a ruinées. Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Quelqu'un qui n'a pas de prix. Quelqu'un que Maxime ne verrait jamais venir. Moi, Adèle faillit rire. Je suis une enfant. Je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Vous avez quelque chose de plus précieux que tout cela. Vous avez la vérité, votre histoire, votre talent, votre courage. Le monde commence déjà à entendre parler de vous. Les investisseurs qui étaient à cette réunion n'ont cessé de parler de la fillette qui a humilié Dumont dans sa propre salle de réunion. Héloïse Dubois, l'investisseur française, a annulé toutes ses négociations avec Dumont Holdings. Hassan Ben Ali a fait de même. Karl Brenner reconsidère sa participation et Yuki Tanaka a publié un article dans un magazine japonais d'affaires sur l'importance de reconnaître le talent quelle que soit son origine. Adèle sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Espoir, fierté, elle n'était pas sûre. Et que voulez-vous que je fasse? Pour l'instant, rien. Je veux juste que vous acceptiez mon aide, que vous me permettiez de payer le traitement de votre mère, que vous me laissiez vous protéger de ce qui vient. Ce qui vient? L'expression de Gaston s'assombrit. L'audience avec l'aide sociale à l'enfance. Maxime a acheté l'un des évaluateurs. Le résultat est prédéterminé. Ils vont vous enlever à votre mère. Le monde d'Adèle s'arrêta. Comment savez-vous cela? Parce que j'ai des yeux partout et parce que je connais mon neveu. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne vous aura pas complètement détruite. Les larmes menacèrent de couler, mais Adèle les retint. Elle ne pleurerait pas. Pas ici, pas maintenant. Pouvez-vous l'arrêter? Je peux essayer. Mais j'ai besoin de temps. Et j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Adèle regarda l'enveloppe sur la table. Elle pensa à sa mère toussant chaque nuit, s'aggravant chaque jour. Elle pensa à l'audience qui approchait comme une tempête inévitable. Elle pensa à toutes les portes qui s'étaient fermées, à tous les espoirs qui s'étaient éteints, et pensa à quelque chose que sa mère lui disait toujours. Quand on n'a rien à perdre, toute main tendue est un pont. Elle prit l'enveloppe.
D'accord, dit-elle. Je vous ferai confiance, mais si vous me trahissez, si vous faites du mal à ma mère de quelque manière que ce soit, je trouverai un moyen de vous détruire. Je ne sais pas comment, mais je le ferai. Gaston la regarda avec un mélange d'étonnement et de respect. Je sais, et c'est exactement pourquoi je crois en vous. Cette nuit-là, quand Adèle rentra à la maison, elle trouva sa mère assise dans l'obscurité, pleurant. Maman, elle courut vers elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Sophie leva un papier froissé. C'était une lettre officielle du service de l'aide sociale à l'enfance. Ils ont avancé l'audience. Sa voix était à peine un murmure. C'est après-demain. Ils disent qu'ils ont suffisamment de preuves pour déterminer que notre foyer est inadéquat. Adèle sentit le sol disparaître sous ses pieds. Gaston avait dit qu'il avait besoin de temps, mais le temps était écoulé. Maman, écoute-moi. Elle prit les mains de sa mère dans les siennes. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui veut nous aider, quelqu'un qui a le pouvoir d'affronter Dumont. Qui? L'homme qui a fondé son entreprise. Son propre oncle. Sophie la regarda avec incrédulité. L'oncle de Dumont? Et tu le crois? Je ne sais pas si je dois le croire, mais nous devons essayer. C'est notre seule chance. La toux de Sophie interrompit la conversation. Elle fut profonde, douloureuse, et cette fois, elle fut accompagnée de quelque chose qui fit s'arrêter le cœur d'Adèle. Du sang. Sur le mouchoir que sa mère utilisa pour se couvrir la bouche, il y avait des taches de sang. Maman, ce n'est rien. Sophie essaya de cacher le mouchoir. C'est juste. Ne me mens pas, cria Adèle, des larmes coulant sur ses joues. Depuis combien de temps cela arrive-t-il? Sophie ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. Ses yeux disaient tout. Nous allons à l'hôpital tout de suite. Nous ne pouvons pas payer. Adèle sortit l'enveloppe que Gaston lui avait donnée. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait plus d'argent qu'elle n'en avait vu depuis des années. Maintenant, nous le pouvons. Aux urgences de l'hôpital central, pendant que les médecins examinaient Sophie, Adèle passa un appel. « Donc Gaston, c'est Adèle. Ma mère est très malade. » Et ils ont avancé l'audience. C'est après-demain. La voix de Gaston retentit, tendue, à l'autre bout. Ils accélèrent tout. Maxime doit se douter de quelque chose. Que faisons-nous? Il y eut une longue pause. Puis, Gaston parla avec une détermination renouvelée. Préparez-vous, Adèle, car nous allons faire quelque chose que mon neveu n'attendra jamais. Quoi? Nous allons dire la vérité, toute la vérité, devant le monde entier. La salle d'attente de l'hôpital central sentait le désinfectant et le désespoir. Adèle avait passé la nuit entière assise sur une chaise en plastique, regardant l'horloge avancer seconde après seconde, incapable de dormir, incapable de penser à autre chose qu'à sa mère derrière ses portes blanches. Les médecins avaient confirmé le pire, pneumonie sévère. Sophie avait besoin d'une hospitalisation immédiate, de médicaments coûteux et, surtout, d'un repos absolu. Des semaines de marche sous la pluie à la recherche de travail. Des nuits sans sommeil à s'inquiéter pour sa fille, et le stress constant de vivre sous menace avait détruit son système immunitaire. Elle est forte, avait dit la docteure Mireille Solis, une femme aux yeux compatissants qui semblait sincèrement inquiète, mais elle doit rester ici au moins une semaine. Si l'infection atteint complètement les poumons, nous pourrions parler de quelque chose de beaucoup plus grave. Une semaine, l'audience était dans 2 jours. Adèle sentait que l'univers conspirait contre elle. Chaque fois qu'elle trouvait une petite lueur d'espoir, une nouvelle obscurité apparaissait pour l'éteindre. Son téléphone vibra. C'était un message de Sylvie Duval. « Don Gaston a besoin de vous voir. C'est urgent. J'envoie l'adresse. » Adèle regarda vers la chambre où sa mère dormait, connectée à des machines qui surveillaient chaque battement de son cœur. Elle ne voulait pas la laisser seule, mais elle ne pouvait pas non plus rester sans rien faire pendant que son monde s'effondrait. Elle demanda à une infirmière de surveiller sa mère et quitta l'hôpital. L'adresse la conduisit à un vieil immeuble, dans une zone de la ville qu'Adèle ne connaissait pas. Il n'y avait pas d'enseigne, pas d'indication, juste une porte en bois sombre qui s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper. Sylvie l'attendait à l'intérieur. « Suivez-moi », dit-elle sans plus d'explication. Elles montèrent des escaliers étroits jusqu'à un bureau qui semblait sorti d'une autre époque. Des livres couvraient les murs du sol au plafond, des cartes anciennes pendaient dans des cadres dorés. Et au centre, assis derrière un bureau en chêne massif, Gaston Monet examinait des documents avec une expression grave, mais il n'était pas seul. Adèle s'arrêta net lorsqu'elle reconnut les autres personnes dans la pièce. Héloïse Dubois, l'investisseur française, était assise dans un fauteuil en cuir, ses jambes croisées avec élégance. Hassan Ben Ali, l'homme d'affaires arabe, se tenait près de la fenêtre. Son expression sérieuse, mais non hostile. Et Yuki Tanaka, la cadre japonaise, occupait une chaise près du bureau, ses mains posées sur une mallette. « Que se passe-t-il »
demanda Adèle, sa voix tremblant légèrement. « Asseyez-vous, Adèle. » Gaston lui désigna une chaise vide. Il y a beaucoup à expliquer et peu de temps. Adèle obéit, bien que chaque muscle de son corps lui cria de s'enfuir. Héloïse Dubois fut la première à parler. Son français avait un accent élégant, mais était parfaitement compréhensible. « Après ce que nous avons vu dans cette salle de réunion, aucun de nous n'a pu vous oublier. Une enfant affrontant un homme comme Dumont, faisant preuve de compétences que des professionnels mettraient des décennies à développer. C'était extraordinaire. » Mais plus que cela, Hassan Ben Ali continua, sa voix profonde résonnant dans la pièce. C'était révélateur. Dumont a montré sa vraie nature ce jour-là, et cela nous a incités à enquêter plus profondément sur ses affaires. Enquêter ? Adèle regarda Gaston, cherchant une explication. Les investisseurs internationaux ont des ressources que je n'ai pas, expliqua Gaston. Quand je les ai contactés il y a quelques jours, ils avaient déjà commencé leurs propres enquêtes sur Dumont Holdings. Ce qu'ils ont trouvé est dévastateur. Yuki Tanaka ouvrit sa mallette et sortit un épais dossier. Documents falsifiés, contrats manipulés, pots de vin à des fonctionnaires de 6 pays différents, exploitation de travailleurs dans des usines filiales et quelque chose de pire. Elle tendit le dossier à Adèle. « Votre mère n'a pas été la première employée que Dumont a détruite pour des raisons personnelles. Il y a un schéma. Des dizaines de personnes au fil des ans, des travailleurs qui l'ont contredit, qui ont refusé de participer à ses combines, qui lui sont simplement tombés sur les nerfs. Tous ont fini de la même manière, licenciés, diffamés, empêchés de trouver un emploi n'importe où. » Adèle parcourut les documents, noms, dates, témoignages, histoires de familles détruites, de carrières ruinées, de vies brisées. Sa mère n'était que la plus récente victime d'un monstre qui avait opéré impunément pendant des années. « Pourquoi personne n'a rien fait avant ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Parce que le pouvoir protège le pouvoir », répondit Héloïse avec amertume. Dumont a des liens au gouvernement, dans les médias, dans le système judiciaire. Quiconque tentait de l'exposer était réduit au silence avant de pouvoir parler. Mais maintenant, nous sommes nombreux. Et nous avons quelque chose que Dumont n'attendait pas, ajouta Hassan. Quoi, vous ? Gaston se pencha en avant. Votre histoire est devenue virale, Adèle. La vidéo de la salle de réunion a été divulguée sur Internet il y a 3 jours. Quoi ? Adèle sentit l'air quitter ses poumons. Comment ? Je l'ai divulguée. Gaston admit sans remords. C'était un risque calculé. Je savais que Maxime accélérerait sa vengeance, mais je savais aussi que le monde avait besoin de voir qui est vraiment mon neveu. Sylvie alluma un écran au mur. La vidéo montrait exactement ce dont Adèle se souvenait. Dumont, se moquant d'elle, le défi du 1 million d'euros, sa démonstration en 4 langues, l'humilité avec le japonais. Mais le plus choquant étaient les chiffres sous la vidéo. 47 millions de vues. En 3 jours, le monde entier parle de vous, dit Héloïse. Vous êtes tendance dans 17 pays. Des journalistes du monde entier veulent vous interviewer, et le plus important, ils enquêtent sur Dumont. Adèle ne pouvait pas traiter ce qu'elle voyait. Son moment d'humiliation s'était transformé en quelque chose de complètement différent. Les gens ne se moquaient pas d'elle. Ils l'admiraient, la défendaient, exigeaient justice. Les commentaires, Yuki montra l'écran où apparaissaient des milliers de messages. Il demande que Dumont tienne sa promesse. Le 1 million d'euros. Les gens disent que vous le méritez. Je ne veux pas de son argent, dit Adèle avec fermeté. Je veux juste qu'il laisse ma famille tranquille. Et c'est exactement ce que nous allons obtenir. Gaston se leva. Mais nous avons besoin de votre aide. Mon aide pourquoi ? Pour la conférence de presse que nous avons organisée pour demain. Les heures suivantes furent un tourbillon de préparation. Gaston expliqua le plan. Demain, quelques heures avant l'audience avec l'aide sociale à l'enfance, il tiendrait une conférence de presse internationale. Les investisseurs présenteraient les preuves des crimes corporatifs de Dumont. Gaston révélerait son identité en tant que fondateur de l'entreprise et dénoncerait publiquement les actions de son neveu. Et Adèle raconterait son histoire. Pas seulement ce qui s'est passé dans la salle de réunion, précisa Gaston. Tout. Le licenciement injuste de votre mère, la campagne pour l'empêcher de trouver du travail, le signalement anonyme, l'évaluateur acheté, tout. Et vous croyez que ça va marcher ? Demanda Adèle avec scepticisme. Dumont a du pouvoir, il a des avocats, il a des relations. Mais il n'a pas quelque chose que nous avons, répondit Hassan avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. La vérité documentée. Et 47 millions de témoins qui sont déjà de votre côté. Héloïse s'approcha d'Adèle et lui prit les mains. Je sais que vous avez peur, n'importe qui l'aurait. Mais ce que vous avez fait dans cette salle de réunion a prouvé que vous avez plus de courage que des hommes qui ont dirigé des nations. Vous n'êtes pas seul là-dedans.
Yuki hocha la tête. Au Japon, nous disons Nana Korobiyaoki. Cela signifie tomber 7 fois et se relever 8. Vous vous êtes déjà relevé plus de fois que je ne peux compter. Une fois de plus, ne vous vaincra pas. Adèle regarda chacun des présents. Un vieil homme en quête de rédemption. Une investisseur française qui avait risqué des millions par principe. Un homme d'affaires arabe qui croyait en la justice. Une cadre japonaise qui valorisait l'humilité par-dessus l'arrogance. Et elle, une enfant qui voulait juste protéger sa mère. « D'accord », dit-elle finalement. « Je le ferai. » Cette nuit-là, Adèle retourna à l'hôpital. Sa mère était réveillée, bien que faible. « Où étais-tu » demanda Sophie d'une voix rauque. Adèle s'assit près de son lit et lui raconta tout. La vidéo virale, les investisseurs, le plan pour la conférence de presse, l'audience qui approchait. Quand elle eut fini, Sophie pleurait silencieusement. « Ma petite courageuse » murmura-t-elle. « Quand as-tu cessé d'être ma petite pour devenir une guerrière ? Je n'ai jamais cessé d'être ta petite, maman. J'ai juste appris à me battre pour ce que j'aime. J'ai peur, admit Sophie. J'ai peur de ce qui pourrait arriver si tu affrontes cet homme publiquement. J'ai peur aussi. Adèle prit la main de sa mère. Mais j'ai plus peur de ne rien faire et de te perdre, qu'il nous sépare, qu'il gagne. Et si ça ne marche pas, alors au moins, le monde saura la vérité. Et ça, c'est quelque chose que personne ne pourra nous enlever. Sophie ferma les yeux. Ta grand-mère disait que les mots ont du pouvoir, que celui qui domine les mots domine le monde. Ma grand-mère, tu ne m'as jamais beaucoup parlé d'elle. Elle est morte quand j'étais jeune, mais elle était traductrice, tout comme toi. Elle parlait 6 langues. Elle a travaillé pour des ambassades, pour des entreprises, pour des gouvernements. Et elle disait toujours que son plus grand don n'était pas les langues, mais la capacité de faire en sorte que des personnes différentes se comprennent. Adèle sentit des larmes se former dans ses yeux. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ? Parce que quand elle est morte, j'ai perdu le lien avec ce monde. Je suis devenu ce que le monde attendait de moi. Quelqu'un d'invisible qui nettoie ce que les autres salissent. Mais toi, Adèle, tu as hérité de son feu et demain, tu vas faire exactement ce dont elle a toujours rêvé. Quoi ? Tu vas utiliser les mots pour changer le monde. La matinée de la conférence de presse se leva grise et froide. Adèle avait à peine dormi. Elle avait passé des heures à répéter ce qu'elle dirait, comment elle le dirait, anticipant les questions qu'on pourrait lui poser, mais rien ne l'avait préparée à ce qu'elle trouva en arrivant à la salle où l'événement devait avoir lieu. Des centaines de journalistes remplissaient l'espace. Des caméras de télévision du monde entier étaient pointées vers une petite estrade, où avait été placé un podium avec des microphones. Dehors, lui informa Sylvie, des milliers de personnes s'étaient rassemblées, beaucoup avec des pancartes qui disaient « Justice pour Adèle et Dumont doit payer ». « Le monde nous regarde », lui dit Gaston tandis qu'elle marchait vers l'estrade. « Êtes-vous prête ?»« Non », admit Adèle, « mais je vais le faire quand même. » La conférence commença avec Gaston qui se présenta, révéla son identité en tant que fondateur de Dumont Holdings et dénonça publiquement les actions de son neveu. Les journalistes explosèrent de questions, mais Gaston garda son calme, présentant document après document comme preuve. Puis vinrent les investisseurs. Héloïse parla des irrégularités financières. Hassan révéla les pots de vin internationaux. Yuki présenta des témoignages d'anciens employés qui avaient subi le même sort que Sophie. Et finalement vint le tour d'Adèle. Elle marcha vers le podium avec des jambes qui tremblaient, mais une voix qui refusait de se briser. Elle regarda les caméras, imagina les millions d'yeux l'observant de partout dans le monde et commença à parler. « Je m'appelle Adèle Mercier, j'ai 11 ans. Ma mère est femme de ménage. Et il y a 1 mois, un homme puissant a promis de me donner 1 million d'euros si je pouvais traduire des documents en 5 langues. Elle fit une pause. Le silence dans la salle était absolu. J'en ai traduit 4 sur 5 parfaitement. Le 5e était le japonais, une langue que je ne connais pas. Mais au lieu de mentir, j'ai admis ma limite, et j'ai demandé à apprendre. Savez-vous ce que cet homme a fait ? Il a ri. Il a dit que c'était une blague, et a ensuite licencié ma mère pour m'avoir emmené au travail ce jour-là. Les caméras capturaient chaque mot, chaque expression, chaque larme qu'Adèle refusait de laisser couler, mais cela ne lui a pas suffi. Il s'est assuré qu'aucune entreprise de la ville n'embauche ma mère. Il a fait un signalement anonyme pour qu'on me retire de sa garde. Il a acheté des fonctionnaires pour garantir que nous perdions tout. Elle leva un dossier qui contenait des copies des preuves. Voici la preuve. Documents, enregistrements, témoignages, tout ce dont vous avez besoin pour voir qui est vraiment Maxime Dumont. Elle regarda directement la caméra principale. « Monsieur Dumont, si vous regardez ceci, je veux que vous sachiez quelque chose. Je n'ai pas peur de vous. Ma mère m'a appris que la dignité ne s'achète ni ne se vend, et ma grand-mère, que je n'ai jamais connue, mais dont le feu coule dans mes veines,
m'a appris que les mots peuvent changer le monde. Sa voix se renforça à chaque phrase. Vous avez essayé de nous détruire, mais la seule chose que vous avez réussi à faire, c'est de réveiller quelque chose que vous ne pourrez plus endormir. Car maintenant le monde sait qui vous êtes et le monde regarde. Le silence qui suivit les mots d'Adèle dura à peine 3 secondes. Puis le chaos. Les journalistes se levèrent de leur siège en criant des questions. Les flashs des caméras explosaient comme des feux d'artifice. Le murmure de la foule à l'extérieur se transforma en un rugissement qui traversait les murs de l'immeuble. Mais Adèle n'entendait rien de tout cela. Ses yeux étaient fixés sur un écran latéral qui montrait la diffusion en direct. Les chiffres de spectateurs montaient chaque seconde. 1 million, 2 millions, 5 millions. Des gens du monde entier assistaient à ce moment. Gaston s'approcha du podium et prit le contrôle. Nous allons maintenant répondre aux questions de manière ordonnée. S'il vous plaît, levez la main. Les mains se levèrent comme une forêt de doigts désespérés. Vous, au premier rang. Gaston désigna une journaliste rousse avec une accréditation d'une chaîne internationale. Merci. Je suis Victoria Dubois de Nouvelles Globales. Monsieur Monet, vous dites être le fondateur de Dumont Holdings et l'oncle de Maxime Dumont. Avez-vous des preuves de cette parenté? Gaston hocha la tête. J'ai des certificats de naissance, des documents d'adoption informelle, des relevés bancaires qui montrent les transferts que j'ai effectués pour son éducation et des photos de famille qui couvrent des décennies. Tout sera remis aux autorités compétentes. Une autre main se leva. Un homme chauve avec un accent britannique, Jonathan Pierce, Financial Times. Pour les investisseurs présents, êtes-vous prêts à témoigner formellement contre Dumont Holdings? Et quelles implications cela aurait-il pour vos propres affaires? Héloïse Dubois s'approcha du microphone. Nous sommes prêts à témoigner. Quant aux implications, nous perdrons de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais il y a des choses plus importantes que le profit. L'intégrité en est une. Hassan Ben Ali ajouta. Dans ma culture, l'honneur vaut plus que l'or. Ce que nous avons vu dans cette salle de réunion, c'est le déshonneur d'un homme qui croit que l'argent le protège de tout. Il s'est trompé. Les questions continuèrent pendant près d'1 heure, sur les documents, sur les témoignages, sur le schéma de conduite de Dumont. Chaque réponse était une pierre de plus dans le mur qui se construisait autour de l'empire du PDG. Finalement, une jeune journaliste leva timidement la main. Cette question est pour Adèle. Comment avez-vous appris autant de langues si jeune? Adèle regarda la journaliste. C'était la première question qui lui était spécifiquement adressée depuis sa déclaration initiale. Ma mère travaillait toute la journée, commença-t-elle. Quand j'étais petite, je passais beaucoup de temps seule. Les voisins de notre immeuble venaient de différents pays. Madame Ingrid d'Allemagne m'a enseigné sa langue en prenant soin de moi. Monsieur Ahmad de Syrie me racontait des histoires en arabe pendant que sa femme cuisinait pour nous. Madame Colette, une vieille Française qui vivait au 3e étage, me lisait de la poésie dans sa langue. Chaque après-midi, elle fit une pause, se souvenant de visages qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Pour eux, je n'étais pas la fille de la femme de ménage. J'étais simplement Adèle, une enfant curieuse qui posait beaucoup de questions. Ils m'ont enseigné leur langue parce que c'était la seule chose qu'ils avaient à donner, et j'ai appris parce que c'était la seule façon que je connaissais de les remercier pour leur amour. Le silence qui s'ensuivit fut différent du précédent. Ce n'était ni de la tension ni de l'attente, c'était du respect. Et l'anglais ? Demanda doucement la journaliste. Internet. Adèle sourit légèrement. Vidéos, films, chansons. Ma mère ne pouvait pas me payer de cours particuliers, mais la connaissance est là pour quiconque veut la chercher. La conférence se termina après-midi. Alors qu'Adèle était escortée hors de l'immeuble, son téléphone commença à vibrer de manière incontrôlable. Message de numéro inconnu, notification de réseaux sociaux, appel manqué d'indicatifs internationaux. Mais un seul message capta son attention. Il venait de la docteure Mireille Solis de l'hôpital. Votre mère s'est réveillée. Elle demande après vous. Venez dès que vous pouvez. Adèle courut. Dans la chambre de l'hôpital, Sophie était assise dans le lit, les yeux fixés sur un petit téléviseur qui diffusait les nouvelles. La conférence de presse était le sujet principal sur toutes les chaînes. « Ma fille », murmura-t-elle quand Adèle entra. « Ma petite guerrière ». Adèle se jeta dans ses bras, pleurant pour la première fois depuis des jours. Toutes les émotions contenues, toute la peur, toute la pression, sortirent en sanglots qui secouaient tout son corps. « Tu l'as fait. » Sophie caressait ses cheveux. « Tu as affronté un monstre, et le monde entier l'a vu. J'avais tellement peur, maman. Tellement peur d'échouer, que ça ne serve à rien. Mais tu n'as pas échoué. Tu n'as jamais échoué, Adèle. Chaque chose que tu as faite, tu l'as faite avec ton cœur, et le cœur ne ment jamais. » La docteure Solis entra à ce moment-là avec un sourire qui illuminait son visage. « J'ai de bonnes nouvelles.
L'infection répond au traitement. Si tout continue comme ça, votre mère pourrait quitter l'hôpital dans 4 ou 5 jours. Vraiment? Adèle sentit une vague de soulagement. Vraiment. Bien qu'elle aura besoin d'un repos absolu pendant plusieurs semaines. Pas de stress, pas de soucis. Sophie rit doucement. Ce sera difficile avec une fille qui vient de déclarer la guerre à l'un des hommes les plus puissants du pays. La docteure les regarda avec curiosité. J'ai vu la conférence de presse. Tout l'hôpital l'a vu. Les infirmières parlent d'organiser une collecte pour vous. Nous n'avons pas besoin de charité, commença Sophie, mais Adèle l'interrompit. Nous avons besoin de justice, docteur. Et aujourd'hui, nous avons fait le premier pas pour l'obtenir. Les heures suivantes furent un tourbillon d'appels et de visites. Sylvie arriva la première avec des nouvelles qui changeaient tout. Le procureur de la République a annoncé une enquête formelle contre Dumont Holdings. Ils examinent tous les documents que nous avons présentés, et il y a plus. 3 anciens employés qui étaient restés silencieux par peur veulent maintenant témoigner. Puis vint Gaston, visiblement épuisé, mais avec une énergie renouvelée. Maxime a disparu. Il n'est pas chez lui, il n'est pas au bureau, il n'est dans aucun de ses lieux habituels. Ses avocats disent qu'il évalue ses options légales, mais la vérité est qu'il est en fuite. En fuite? Adèle fronça les sourcils. Où ça? Il a des propriétés dans plusieurs pays, des comptes bancaires dans des paradis fiscaux. Il pourrait être n'importe où. Et l'audience de demain? Celle de l'aide sociale à l'enfance? Gaston sourit pour la première fois depuis des jours. Annulé. Le fonctionnaire que Maxime avait acheté, Rodrigue Parède, a été arrêté ce matin. Il a tout avoué en échange d'une peine réduite. Le signalement anonyme contre votre famille a été officiellement rejeté. Adèle sentit ses genoux fléchir. Sophie la retint pendant qu'elles pleuraient toutes les deux de soulagement. Ça veut dire qu'ils ne vont pas me séparer de ma mère? Ça veut dire exactement ça. Personne ne vous séparera jamais. Mais le calme fut de courte durée. Cette nuit-là, tandis qu'Adèle somnolait sur une chaise à côté du lit de sa mère, son téléphone sonna. C'était un numéro masqué. Elle hésita avant de répondre. Quelque chose dans son instinct lui disait de ne pas le faire. Mais la curiosité fut plus forte. « Allô, Adèle Mercier. » La voix à l'autre bout était déformée, méconnaissable. « Vous avez commis une grave erreur. Qui est-ce » ? Quelqu'un qui sait des choses que même Don Gaston ne sait pas sur son cher neveu. Adèle sentit un frisson parcourir son dos. Quelle chose? Maxime Dumont n'est pas celui que tout le monde croit. Sa cruauté a des racines plus profondes que vous ne l'imaginez. Des racines qui s'étendent jusqu'à votre propre famille. Ma famille, je ne comprends pas. Votre grand-mère, la traductrice. Croyez-vous que c'était une coïncidence qu'elle soit morte si jeune? Croyez-vous que c'était une coïncidence que votre mère ait fini par travailler exactement dans l'entreprise de Dumont? Le cœur d'Adèle battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Que dites-vous? Je dis qu'il y a une histoire que personne ne vous a racontée. Une histoire qui relie votre famille au Dumont depuis des décennies. Et si vous voulez connaître la vérité complète, vous devez chercher à l'endroit où tout a commencé. Quel endroit? Le dossier personnel de Gaston Monet. Questionnez-le sur l'année où il a rencontré votre grand-mère. Questionnez-le sur ce qui s'est passé à l'ambassade de France. Questionnez-le sur la raison pour laquelle votre mère n'a jamais su qui était son père. La ligne fut coupée. Adèle resta paralysée. Le téléphone toujours collé à son oreille. Les mots de la voix mystérieuse rebondissaient dans son esprit comme des échos dans une caverne sombre. Sa grand-mère, l'ambassade de France, le père de sa mère. Que signifiait tout cela? Elle regarda Sophie, qui dormait profondément grâce aux médicaments. Sa mère n'avait jamais parlé de son père. Adèle avait toujours supposé que c'était un sujet douloureux, quelque chose qu'elle ne devait pas demander, mais maintenant les questions se multipliaient comme des virus dans son esprit. Qui était le père de sa mère? Quel lien sa grand-mère avait-elle avec les Dumont? Et pourquoi quelqu'un voulait-il qu'elle sache tout cela juste maintenant? Le lendemain matin, Adèle confronta Gaston. Elle le trouva dans son bureau, examinant des documents légaux liés à l'enquête contre son neveu. Quand elle entra, il remarqua immédiatement que quelque chose avait changé dans son expression. « J'ai reçu un appel hier soir », dit-elle sans préambule. « Quelqu'un m'a dit de vous questionner sur ma grand-mère, sur l'ambassade de France, sur le père de ma mère. » La couleur se vida du visage de Gaston. « Qui vous a appelé? Je ne sais pas. » La voix était déformée. Mais elle savait des choses qui m'ont fait réaliser qu'il y a une histoire que personne ne m'a racontée. Gaston s'affala sur sa chaise comme s'il pesait soudain le double. « J'espérais que vous n'auriez jamais à savoir cela, » murmura-t-il. « J'espérais pouvoir vous aider sans que la vérité ne soit révélée. » Quelle vérité? Le vieil homme ferma les yeux pendant un long moment. Quand il les rouvrit, il y avait des larmes dedans. Votre grand-mère, Catherine Monceau,
était la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Elle travaillait comme traductrice à l'ambassade de France lorsque je l'ai connue. Elle avait la même lumière dans les yeux que vous, la même passion pour les langues, le même feu intérieur. Il fit une pause, comme si chaque mot lui coûtait un effort physique. Nous sommes tombés amoureux. C'était un amour interdit, impossible. J'étais marié, j'avais des responsabilités, une réputation à maintenir, mais Catherine était comme un aimant. Je ne pouvais pas m'éloigner d'elle même si je savais que je devais le faire. Adèle sentit le sol bouger sous ses pieds. Vous êtes en train de dire que vous et ma grand-mère avez eu une relation? Elle a duré presque 2 ans et de cette relation est née une enfant que Catherine a élevée seule parce que j'ai été trop lâche pour la reconnaître publiquement. Ma mère, murmura Adèle. Ma mère est votre fille. Gaston hocha la tête, incapable de la regarder dans les yeux. Sophie est ma fille, ce qui signifie que vous, Adèle, êtes ma petite fille. Le monde d'Adèle s'effondra et se reconstruisit en un instant. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille, sur son histoire, sur elle-même, était un mensonge. Ma mère le sait? Non. Catherine ne le lui a jamais dit. Elle m'a fait promettre de garder le secret jusqu'à ma mort. Mais maintenant Dumont est votre neveu. Adèle relia les poings avec une horreur croissante. Ce qui signifie que Dumont est le cousin de ma mère. Ce qui signifie que l'homme qui a essayé de nous détruire est ma famille. Oui. Gaston la regarda finalement. Maxime ne sait rien de tout cela. Personne ne le savait, à part moi et votre grand-mère. Mais quelqu'un d'autre a découvert la vérité. Quelqu'un qui veut l'utiliser. L'utiliser pourquoi? Je ne sais pas, mais nous devons le découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Adèle s'affala sur une chaise, son esprit traitant des informations qui changeaient tout. Elle était la petite fille de Gaston Monet, la cousine de Maxime Dumont, l'héritière d'un héritage qu'elle n'avait jamais su exister. Et quelqu'un, quelque part, connaissait tous ses secrets et les utilisait comme des pièces dans un jeu qu'elle commençait à peine à comprendre. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Maintenant. » Gaston se leva avec une détermination renouvelée. « Nous trouvons qui est derrière cela et découvrons ce qu'il veut vraiment. » Mais avant qu'il ne puisse faire le premier pas, le téléphone de Gaston sonna. C'était Sylvie, et sa voix semblait terrifiée. « Donc Gaston, allumez les informations tout de suite. » Gaston alluma le téléviseur. L'image qui apparut les fit retenir leur respiration. Maxime Dumont était à l'écran, debout devant un microphone, avec un sourire qui glaçait le sang et les mots qu'il prononça changèrent tout. « J'ai des informations qui vont détruire Gaston Monet et révéler que la petite héroïne Adèle Mercier fait partie d'une conspiration familiale visant à voler mon entreprise. Et j'ai les preuves pour le démontrer. » Les mots de Maxime Dumont résonnaient à l'écran comme un arrêt de mort. Adèle sentit l'air quitter ses poumons. Gaston pâlit visiblement, ses mains tremblant tandis qu'il regardait son neveu à l'écran. Dans les prochaines 24 heures, continua Dumont avec ce sourire qui glaçait le sang. Je vais révéler des documents qui prouvent que Gaston Monet planifie depuis des décennies de reprendre le contrôle de mon entreprise et son arme secrète est une enfant qui se révèle être sa petite fille illégitime. Le mot frappa Adèle comme un coup de poing. Illégitime. Comme si son existence était une erreur, comme si sa vie était une tâche qui devait être effacée. Cette prétendue histoire de David contre Goliath, Dumont crachait les mots, est en réalité une conspiration familiale pour me détruire, et j'ai quelqu'un qui peut tout confirmer. La caméra se déplaça, révélant une personne assise à côté de Dumont, Thibault Lefebvre, l'avocat qui avait été son bras droit, l'homme qui avait exécuté chaque ordre cruel, chaque vengeance impitoyable. Maintenant, il était là avec une expression nerveuse, mais déterminée. « Monsieur Lefebvre », Dumont s'adressa à lui. « Racontez au monde ce que vous savez. » Thibault s'éclaircit la gorge. « Pendant des années, j'ai travaillé aux côtés de Don Gaston avant qu'il ne prenne sa retraite. J'ai été témoin de conversations privées où il exprimait son intention de reprendre l'entreprise lorsque le moment serait opportun. Il mentionnait une fille secrète qu'il utiliserait un jour comme héritière légitime. » Adèle regarda Gaston avec horreur. « C'est vrai? » « Non. » Gaston nia avec véhémence. Thibault ment. Il n'a jamais travaillé avec moi directement. Il a été embauché par Maxime des années après ma retraite. Alors pourquoi dit-il ces choses? Parce que Maxime le tient. Thibault en sait trop sur les vrais crimes de mon neveu. S'il ne coopère pas, il ira en prison avec lui. À l'écran, Dumont continuait son numéro. Demain à 10h du matin, au même endroit où cet enfant a fait son cirque médiatique, je présenterai toutes les preuves. Le monde verra qui sont vraiment les Monet et les Mercier. Une famille de menteurs et de manipulateurs. La transmission se termina.
Le silence dans le bureau de Gaston était assourdissant. « Nous devons faire quelque chose. » Adèle rompit le silence. « Nous ne pouvons pas le laisser mentir sur nous. Ce qu'il dit n'a aucun fondement légal. » Gaston essayait de garder son calme, mais sa voix tremblait. « Il n'y a pas de document prouvant une conspiration parce qu'il n'y a pas de conspiration, mais le dommage public est déjà fait. » Sylvie intervint. « Les gens qui vous soutenaient ont maintenant des doutes. Les réseaux sociaux explosent de théories. » Le téléphone de Gaston sonna. C'était Héloïse Dubois. « Gaston, je viens de voir la transmission. Nous devons parler tout de suite. » Une demi-heure plus tard, les investisseurs étaient à nouveau réunis dans le bureau. Leurs expressions mélangeaient inquiétude et détermination. L'accusation de Dumont est ridicule. Hassan Ben Ali parla le premier. Quiconque a vu la vidéo originale sait que cet enfant ne jouait pas la comédie. Son talent est authentique. Mais Dumont a quelque chose. Héloïse souligna avec pragmatisme. Il ne ferait pas une telle déclaration sans avoir une forme de preuve, même fabriquée. Fabriquée ? Demanda Adèle. De faux documents. Yuki Tanaka expliqua. Dans le monde corporatif, c'est plus courant que vous ne l'imaginez. On crée des papiers qui semblent légitimes, mais qui sont complètement inventés. Et comment prouvons-nous qu'ils sont faux? C'est là le problème. Héloïse soupira. Prouver que quelque chose est faux est beaucoup plus difficile que de prouver que quelque chose est vrai. Le téléphone d'Adèle vibra. Un message de numéro masqué. Si vous voulez la vérité sur Thibault Lefebvre, cherchez dans le dossier des affaires classées du barreau. Affaire numéro 2847. Tout n'est pas ce qu'il semble être. Adèle montra le message aux autres. C'est la même personne qui m'a appelé hier soir. Celle qui sait pour ma grand-mère et ma famille. Quelqu'un nous aide dans l'ombre. Gaston fronça les sourcils. Mais qui? Peu importe qui c'est pour l'instant. Sylvie était déjà sur son ordinateur. Ce qui importe, c'est si l'information est réelle, elle tapa rapidement, accédant à des bases de données qu'Adèle ne savait pas exister. Voilà. Sylvie tourna l'écran. Affaire 2847 du barreau. Thibault Lefebvre a fait l'objet d'une enquête il y a des années pour falsification de documents dans une affaire civile. L'enquête a été classée faute de preuves, mais le dossier mentionne quelque chose d'intéressant. Quoi? Demandèrent-ils tous à l'unisson. Le plaignant original a été menacé et a retiré les charges. Devinez qui représentait légalement la partie accusée. Dumont Holdings, murmura Gaston. Exact. Thibault falsifie des documents pour Maxime depuis des années, et maintenant, il fait la même chose contre nous. La nuit tomba sur la ville. Alors que le groupe travaillait frénétiquement, Adèle savait qu'elle devait retourner à l'hôpital auprès de sa mère. Mais elle savait aussi que si elle n'arrêtait pas Dumont maintenant, tout ce qu'elles avaient accompli s'effondrerait. « J'ai besoin d'aller voir ma mère », dit-elle finalement. Elle ne sait rien de ce qui se passe. Allez-y. Gaston hocha la tête. Nous allons continuer à travailler. Demain, nous aurons besoin de toutes nos forces. Dont Gaston. Adèle s'arrêta à la porte. Ma mère ne sait pas que vous êtes son père. Quand allez-vous le lui dire? Le vieil homme baissa les yeux. Quand tout cela sera terminé. Je ne veux pas qu'elle ait d'autres soucis maintenant. Elle mérite de savoir la vérité. Je sais, et je le lui dirai. Je vous le promets. À l'hôpital, Sophie était réveillée, regardant les nouvelles sur le petit téléviseur. J'ai vu la conférence de Dumont, dit-elle quand Adèle entra. Cet homme n'a pas de limite. Maman, il y a quelque chose que je dois te dire. Adèle s'assit à côté de sa mère et lui raconta tout. Sur Gaston, sur Catherine, sur le secret qui était resté caché pendant des décennies. À chaque mot, le visage de Sophie passait par différentes émotions. Surprise, incrédulité, douleur, confusion. Gaston Monet est mon père. Sa voix était à peine un murmure. Oui, maman, tu es sa fille et je suis sa petite fille. Et Dumont est ton cousin et le mien aussi. Sophie ferma les yeux. Les larmes commencèrent à couler silencieusement sur ses joues. Ma mère ne m'a jamais rien dit, murmura-t-elle. Chaque fois que je demandais après mon père, elle changeait de sujet. Elle disait que certains secrets valaient mieux ne pas être connus. Es-tu en colère? Sophie ouvrit les yeux et regarda sa fille. Je ne sais pas ce que je ressens. Toute ma vie, j'ai pensé que j'étais la fille de personne, que mon père ne voulait tout simplement pas de moi. Et maintenant, je découvre que c'est l'un des hommes les plus riches du pays qui nous a observés pendant des années sans rien dire. Il avait peur, maman. Peur de ruiner la mémoire de grand-mère. Peur de compliquer ta vie. Et ça justifie des décennies de silence pendant que nous luttions pour survivre. Adèle n'avait pas de réponse. Elle comprenait la colère de sa mère. Elle comprenait aussi les raisons de Gaston, mais comprendre ne signifiait pas accepter. « Je veux le voir », dit soudain Sophie. « Maintenant, avant que le jour ne se lève.
avant que ce monstre de Dumont n'essaie de détruire le peu qui nous reste. Gaston arriva à l'hôpital 1 heure plus tard. Adèle attendait devant la chambre, leur donnant de l'intimité. À travers la porte fermée, elle pouvait entendre des voix, d'abord calmes, puis plus intenses, puis des sanglots. La conversation dura près de 2 heures. Quand Gaston sortit finalement, ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. « Comment va-t-elle » demanda Adèle. En colère, blessée, confuse. Gaston s'appuya contre le mur. Elle a tout à fait le droit de se sentir ainsi. Je lui ai volé l'opportunité de connaître son père. Je lui ai volé une vie qui aurait pu être différente. Elle vous a pardonné? Je ne sais pas. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps. Mais elle a aussi dit quelque chose qui m'a donné de l'espoir. Quoi? Elle a dit que malgré tout, elle est fière de vous, de la femme que vous êtes devenue. Et que si j'ai eu quelque chose à voir avec ça, même indirectement, alors être qu'il y a du bien au milieu de tant d'erreurs. Adèle sentit des larmes se former dans ses yeux. Elle entra dans la chambre et trouva sa mère regardant par la fenêtre. « Maman. » Sophie se retourna. Son visage montrait les traces des larmes. Mais il y avait autre chose. Quelque chose qu'Adèle reconnaissait parce qu'elle l'avait vu dans le miroir de nombreuses fois. De la détermination. « Nous allons en finir avec ça, » dit Sophie d'une voix ferme. « Cet homme, Maxime est mon cousin, mon propre sang, et il a consacré sa vie à détruire des innocents, y compris nous. Maman, tu es malade. Tu as besoin de te reposer. Je me reposerai quand ce sera fini. Pour l'instant, ma place est à tes côtés. Les médecins ne vont pas te laisser sortir. Alors nous sortirons sans qu'ils nous voient. » Sophie sourit pour la première fois depuis des jours. « Crois-tu que seul toi as hérité du feu de ta grand-mère » L'aube trouva un groupe improbable réuni dans le bureau de Gaston. Sophie, pâle mais déterminée, assise dans un fauteuil avec une couverture sur les épaules. Adèle à côté d'elle, lui tenant la main. Gaston, en face d'elle, avec une expression d'étonnement de voir la fille qu'il n'avait jamais connue affronter la bataille à ses côtés. Les investisseurs occupaient le reste de la pièce, chacun contribuant avec des ressources et des contacts. Et au centre de la table, un écran montrait la découverte qui allait tout changer. « Nous avons trouvé l'origine de l'appel mystérieux », annonça Sylvie. « Vous n'allez pas croire qui c'est. » L'image sur l'écran montra un visage que tous reconnurent. C'était une femme d'âge moyen avec des traits étrangement familiers. « Elle s'appelle Clara Monet », expliqua Sylvie. « C'est la sœur cadette de Maxime Dumont. Et apparemment, elle a recueilli des preuves contre son propre frère pendant des années. »« Maxime a une sœur ?» Adèle ne pouvait pas y croire. « Une sœur qu'il a pratiquement effacée de l'existence », murmura Gaston reconnaissant le visage. « Clara, la dernière fois que je l'ai vue, elle était à peine adolescente. Maxime l'a envoyée loin quand il a pris le contrôle de l'entreprise. Il a dit que c'était pour son bien, mais la vérité est qu'elle a toujours été la préférée de mes parents. Ils ne pouvaient pas le supporter. Et maintenant, elle nous aide? Apparemment oui. Sylvie, peux-tu la contacter? Je l'ai déjà fait. Elle est en route. » Clara Monet arriva 30 minutes avant la conférence de presse de Dumont. Quand elle entra dans le bureau, Adèle remarqua immédiatement la ressemblance familiale, les mêmes yeux que Gaston, la même posture droite. Mais là où Maxime irradiait la cruauté, Clara dégageait une profonde tristesse mêlée de résolution. Oncle Gaston fut la première chose qu'elle dit. « Ça fait longtemps, trop longtemps. » Gaston s'approcha et l'étreignit. « Pourquoi ne m'as-tu jamais contacté? »« Parce que Maxime m'a menacé, » dit-elle. « Il a dit que si jamais j'essayais de me rapprocher de la famille, il détruirait tout ce que j'aimais. » Clara se sépara de l'étreinte. « Mais je n'ai plus rien à perdre. Et quand j'ai vu ce qu'il a fait à cet enfant, j'ai su que c'était le moment d'agir. » Elle regarda Adèle avec un mélange d'admiration et de douleur. « Vous êtes courageuse, plus courageuse que n'importe lequel d'entre nous. Vous avez affronté mon frère quand tous les autres regardaient ailleurs. Qu'avez-vous pour nous ?» Adèle fut directe. « La conférence de Maxime commence dans moins d'1 heure. Clara sortit un disque dur de son sac. 23 ans de preuves, d'enregistrements, de documents, de témoignages, tout ce dont vous avez besoin pour prouver que les documents que mon frère présentera aujourd'hui sont faux. Et bien plus encore. Comment avez-vous obtenu tout cela? Parce que Maxime ne m'a jamais considéré comme une menace. J'étais juste sa sœur faible, celle qui avait été bannie et oubliée. Il ne lui est jamais venu à l'esprit que j'observais, que j'attendais, que je recueillais chaque erreur qu'il commettait. » Clara connecta le disque à l'ordinateur. Les dossiers apparurent à l'écran. Voici la preuve que les documents de Thibault Lefebvre ont été créés il y a à peine 3 jours. Les métadonnées ne mentent pas. Et ici, elle ouvrit un autre dossier. Ce sont les enregistrements originaux des réunions,
où Maxime ordonnait chaque acte de vengeance contre ses ennemis, y compris la campagne contre Sophie Mercier. Sophie se pencha en avant, ses yeux fixés sur l'écran. « Vous avez des enregistrements de lui ordonnant ma destruction ? J'ai des enregistrements de tout. Mon frère n'a jamais appris à être prudent parce qu'il n'a jamais cru que quelqu'un oserait le défier. » Clara regarda toutes les personnes présentes. « Maxime m'a pris ma famille, mon héritage, ma vie. Aujourd'hui, je vais enfin récupérer une partie de ce que j'ai perdu. »« Quoi ?» demanda Adèle. « Ma dignité et la justice que tant de gens méritent. » La salle de conférence était pleine à craquer. Des journalistes du monde entier occupaient chaque siège disponible. Des caméras de télévision transmettaient en direct dans plus de 100 pays. Dehors, des milliers de personnes s'étaient rassemblées. Beaucoup avec des pancartes qui disaient « Justice pour Adèle, et le monde nous regarde ». Maxime Dumont entra le premier, flanqué de Thibault Lefebvre et d'une armée d'avocats. Son sourire arrogant irradiait l'assurance de celui qui croit avoir gagné avant même que la bataille ne commence. « Mesdames et messieurs, commença-t-il depuis le podium. Aujourd'hui, je vais révéler la vérité sur la conspiration la plus élaborée que cette ville ait jamais vue. » Il leva un épais dossier. « J'ai ici des documents qui prouvent que Gaston Monnet a planifié pendant des décennies de reprendre mon entreprise en utilisant une enfant comme arme médiatique. Une enfant qui se révèle être sa petite-fille illégitime, issue d'une relation secrète avec une employée. » Des murmures remplirent la salle. Thibault Lefebvre, mon conseiller juridique, a été témoin de ces conspirations et est prêt à témoigner sous serment. Thibault s'approcha du microphone, mais avant qu'il ne puisse parler, les portes de la salle s'ouvrirent en grand. Adèle entra la première. Derrière elle, Sophie marchait d'un pas ferme malgré sa faiblesse. Gaston la suivait, ainsi que les investisseurs internationaux, et fermant le groupe, une femme qui fit perdre à Maxime toute couleur de son visage. Clara Monnet. « Clara !» La voix de Maxime trembla pour la première fois. « Que fais-tu ici ?»« Je suis venu dire la vérité, mon frère. La vérité que tu as essayé d'enterrer pendant 23 ans. » Clara marcha vers le podium avec la même autorité que son frère l'avait occupée quelques instants auparavant. « Mon nom est Clara Monnet. Je suis la sœur cadette de Maxime Dumont, et pendant plus de 2 décennies, j'ai documenté chaque crime, chaque mensonge, chaque vie que mon frère a détruite. » Elle connecta le disque dur à l'écran principal de la salle. Ces documents que mon frère vient de montrer ont été créés il y a 3 jours. Les métadonnées numériques le confirment. Ils sont faux, fabriqués par Thibault Lefebvre, qui a un historique documenté de falsification. L'écran montra les preuves. Date de création, enregistrement numérique, preuve irréfutable. « Mais ce n'est pas tout », continua Clara. Voici les enregistrements réels, les conversations où Maxime ordonnait de détruire Sophie Mercier simplement parce que sa fille l'a humilié en démontrant un talent qu'il n'a jamais pu acheter. La voix de Maxime remplit la salle, claire et indéniable. « Je veux que cette femme ne travaille plus nulle part dans cette ville, et je veux que l'enfant finisse dans le système, qu'ils apprennent ce que signifie me défier. » Les journalistes explosèrent de questions. Les flashs des caméras éclairaient la salle comme des éclairs. Maxime recula, son visage passant de l'arrogance à la panique. « C'est truqué !» cria-t-il. « C'est une conspiration. La seule conspiration ici est la tienne. » Gaston fit un pas en avant. « Pendant des années, je t'ai regardé détruire des vies pendant que je gardais le silence. Ce silence prend fin aujourd'hui. » Il regarda Sophie, qui hocha légèrement la tête. « Sophie Mercier est ma fille. Adèle Mercier est ma petite-fille. Et oui, pendant des décennies, j'ai gardé ce secret par lâcheté. Mais je n'ai jamais conspiré pour récupérer une entreprise. La seule chose que je voulais, c'était protéger ma famille d'un monstre que j'ai moi-même aidé à créer. » Thibault Lefebvre, voyant que le navire coulait, prit une décision désespérée. « Je peux tout expliquer. » Il s'approcha du microphone. « Maxime m'a forcé à mentir. Il m'a menacé de me détruire si je ne coopérais pas. J'ai des preuves de ces autres crimes, des crimes que personne ne connaît encore. »« Tais-toi !» Maxime se rua sur son ex-allié, mais les agents de sécurité le retinrent. À ce moment-là, des agents fédéraux entrèrent dans la salle. Maxime Dumont, l'agent principal, parla d'une voix claire. « Vous êtes arrêté pour fraude corporative, pot de vin à des fonctionnaires publics, falsification de documents et conspiration. Vous avez le droit de garder le silence. » Tandis qu'on le menottait, Maxime regarda Adèle avec une haine pure. « Ce n'est pas fini, siffla-t-il. J'ai des ressources, j'ai des relations, je reviendrai. » Adèle le regarda sans peur. « Non, monsieur Dumont, vous ne reviendrez pas, car maintenant le monde sait qui vous êtes vraiment et le monde n'oublie pas. » Les mois suivants furent ceux de la reconstruction. Dumont Holdings fit l'objet d'une enquête approfondie.
Des décennies de corruption, de pots de vin et de destruction de vie furent découvertes. Maxime fut condamné à 25 ans de prison. Thibault Lefebvre, en échange de sa coopération, reçut une peine réduite, mais perdit définitivement sa licence d'avocat. Les biens confisqués de Maxime furent utilisés pour indemniser toutes les victimes de ses abus. Des dizaines de familles qui avaient été détruites comme celle d'Adèle reçurent enfin justice. Et le million d'euros que Maxime avait promis comme une blague cruelle fut ordonné par le tribunal comme compensation officielle pour Adèle Mercier. « Je ne veux pas de son argent », avait dit Adèle lorsqu'on l'en informa. « Alors utilise-le pour quelque chose de bien », suggéra Gaston, et c'est ce qu'elle fit. La Fondation Catherine Monceau ouvrit ses portes 6 mois après le procès. Nommée en l'honneur de sa grand-mère, la Fondation se consacrait à identifier et à soutenir de jeunes talents sans ressources, des garçons et des filles aux compétences extraordinaires, mais sans opportunité, exactement comme Adèle l'avait été. Héloïse Dubois, Hassan Ben Ali et Yuki Tanaka devinrent des parrains principaux. Clara Monet fit don de sa part de l'héritage familial pour financer des bourses d'études, et Gaston, finalement réconcilié avec sa fille Sophie, consacra ses dernières années à travailler aux côtés de sa petite fille. Sophie se rétablit complètement de sa maladie. Les meilleurs médecins payés avec des fonds qu'elle pouvait enfin se permettre la traitèrent jusqu'à ce que sa santé soit plus forte que jamais. Elle travaillait maintenant comme coordinatrice de la fondation, aidant d'autres mères qui affrontaient les mêmes luttes qu'elle avait survécues. « Maman ?» demanda Adèle un après-midi alors qu'elles examinaient des demandes de bourse. « As-tu pardonné à Don Gaston ?» Sophie sourit doucement. « Le pardon n'est pas un moment, ma fille, c'est un processus. Mais chaque jour où je le vois essayer de racheter ses erreurs, chaque jour où je le vois t'aimer comme le grand-père qu'il aurait toujours dû être, ce processus avance un peu plus. Et tu l'appelleras papa un jour ? Peut-être, quand je serai prête, quand il sera prêt, quand nous aurons toutes les deux suffisamment guéri. » Le jour de l'anniversaire d'Adèle, une lettre arriva de la prison. Elle venait de Maxime Dumont. « Je n'attends pas votre pardon », écrivait-il d'une écriture tremblante. « Je ne le mérite pas, mais je veux que vous sachiez que chaque jour dans ce lieu, je pense au moment où vous vous êtes moqué de moi sans rire, quand vous avez démontré que le vrai pouvoir n'est pas dans l'argent ou les titres, mais dans la dignité. Une dignité que j'ai perdue il y a longtemps, si tant est que je l'ai jamais eue. Votre grand-mère Catherine était extraordinaire. Maintenant je comprends pourquoi mon oncle l'aimait tant, et je comprends pourquoi vous êtes qui vous êtes. J'espère qu'un jour, quand vous serez adulte, vous pourrez regarder en arrière et voir que même les monstres peuvent apprendre, même s'il est trop tard. » Adèle lut la lettre 3 fois avant de la ranger. Elle ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Certaines blessures ont besoin de temps, certaines réponses n'existent pas, et certaines personnes doivent simplement vivre avec les conséquences de leurs décisions. Des années plus tard, Adèle Mercier devint la plus jeune traductrice à travailler pour les Nations Unies. Son histoire fut racontée dans des documentaires, des livres et des films, mais elle insistait toujours sur le fait que ce n'était pas son histoire qui était importante. « C'est l'histoire de ma mère », disait-elle dans chaque interview, « qui a travaillé toute sa vie pour me donner des opportunités. C'est l'histoire de ma grand-mère Catherine, qui m'a légué l'amour des langues sans même me connaître. C'est l'histoire de toutes les personnes invisibles qui ont des talents extraordinaires, mais qui n'ont jamais l'opportunité de les montrer. » Dans son bureau, sur son pupitre, elle conservait une photo encadrée. C'était celle de ce jour-là, dans la salle de réunion de Dumont Holdings, une fillette avec un sac à dos scolaire, entourée de cadres qui se moquaient d'elle. Sous la photo, une plaque avec des mots que sa mère lui avait dit cette nuit-là à l'hôpital. Les mots peuvent changer le monde. Et comme il l'avait fait, car une enfant avait démontré que le talent n'a pas besoin de certificat, que la dignité n'a pas de prix, et que parfois, les plus grands géants peuvent être abattus par les plus petites voix. Il suffit d'avoir le courage de parler et quelqu'un de disposé à écouter.